Bonjour, donc bienvenue à ce dernier cours. Une première chose, c'est qu'on a été obligé d'annuler le séminaire. Misha Koslov vient de Tel Aviv, il m'a envoyé un mail samedi matin qui commençait par la guerre a commencé il y a 2 heures et les avions étaient tout arrêtés, donc il est resté bloqué à Tel Aviv. Il était désolé, mais je crois qu'on n'a rien qu'on peut faire là-dessus. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, c'est parler de l'appareil de Golgi. Ça veut dire qu'il y a un chapitre que j'avais annoncé que je ne ferai pas parce que j'ai été un peu plus long que ce que je pensais sur les chapitres précédents, donc je ne vous parlerai pas des endosomes, mais je voudrais passer cette séance à parler de l'appareil de Golgi. Il y a beaucoup de modèles de l'appareil de Golgi, il y a beaucoup de modèles biologiques. Je vais essayer de ne pas trop parler des modèles biologiques. Ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est les modèles que les physiciens ont faits, et vous allez voir que c'est extrêmement varié, et qui me paraissent ne pas violer les principes biologiques principaux. Donc je vais vous rappeler ça au début, ce que les biologistes considèrent comme important, puis après j'ai 3 modèles à vous montrer qui, à mon avis, mettent en avant chacun un des aspects de l'appareil de Golgi et qui surtout montrent que certaines caractéristiques de l'appareil de Golgi peuvent être obtenues avec des arguments qui sont extrêmement généraux. J'avais fait une introduction dans le premier cours à l'appareil de Golgi. Je vous avais dit en gros qu'il y avait 2 modèles. Donc, un modèle, c'était le transport vésiculaire antérograde. Et le nom que je vous avais cité, c'était Rothman. Et le deuxième modèle, c'est le modèle de maturation et progression des citernes. Je vous rappelle que l'appareil de Golgi, il est formé d'une dizaine, souvent un peu moins de citernes, et qu'il y a du transport à travers cet appareil de Golgi, et qu'au fur et à mesure du transport, les protéines sont modifiées, et on dit qu'elles maturent. Dans ce modèle-là, les citernes sont fixes, et le transport est dû à des vésicules. Dans ce modèle-là, les citernes progressent, elles avancent à vitesse constante, donc il faut créer la première citerne, puis après les citernes progressent, elles maturent au fur et à mesure, et il faut qu'il y ait un mouvement de vésicule à l'envers qui ramène les protéines à l'endroit où les protéines maturent. Donc ça, c'est un peu les modèles de base. Alors le deuxième, le nom que j'avais cité, et qui est certainement un des principaux protagonistes de cette histoire-là, c'est Luini. En fait, ce que je vais faire, c'est vous résumer très très brièvement un article de revue qui a été écrit par Glick et Luini. Ce que fait cet article de revue, c'est qu'il reprend toutes les généralisations de ces modèles-là, et pour chacune de ces généralisations, il montre les avantages et les inconvénients qu'elle a. Ça me paraît assez bien fait et surtout assez objectif, en insistant bien sur les problèmes qu'ont chacun de ces modèles. Alors avant de faire ça, depuis que ces modèles ont été faits, et celui-là commence à être très ancien, il y a un certain nombre d'expériences nouvelles qui sont apparues. Il y a eu beaucoup de progrès dans l'imagerie, beaucoup d'expériences quantitatives plus précises. Et ce que font ces expériences, c'est qu'elles mettent des contraintes extrêmement importantes dans certains cas sur les modèles. Donc j'ai fait une liste ici des contraintes qui me semblent devoir être respectées, quel que soit le modèle. Et je voudrais juste passer dans cette liste-là. Existence de comportements distincts et discrets, ça veut dire qu'il y a des comportements dans la plupart des systèmes qui sont bien définis, et puis qui sont soit connectés les uns aux autres, soit non connectés, comme on va voir dans les généralisations des modèles. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des systèmes pour lesquels le Golgi est beaucoup plus diffus et les citernes sont bien moins définies. Il y a une image que j'ai prise
dans cet article-là. Alors ça, c'est une algue qui est quelque chose qui est très étudié pour le Golgi, qui s'appelle Scherfelia dubia. Si vous regardez cette image-là, il y a un peu plus de citernes que ce que j'ai dit. Ici, c'est le 6 Golgi, c'est là que les vésicules arrivent depuis le réticulum endoplasmique. Et puis, il y a toute une série de citernes ici qui sont parfaitement bien définies et qui sont parallèles les unes aux autres. Et puis, il y a le transgolgi de l'autre côté. Ça, c'est toujours la même algue, mais c'est une algue où le Golgi a été coupé en deux par le noyau qui s'est inséré au milieu. Donc il y a 2 demi-Golgi dans cette image-là, et une des conclusions importantes de cet article, c'est que les 2 demi-Golgi marchent de façon autonome, c'est-à-dire qu'il ne semble pas y avoir des chances très importantes entre les 2 demi-Golgi, et que donc la structure qui est ici suffit à avoir la fonction que doit avoir le Golgi. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, et je viens de le mentionner, c'est que le Golgi est une structure qui est polarisée, c'est-à-dire qu'il y a une entrée dans le Golgi, qui est le 6 Golgi, qui est ici, et puis qu'il y a une sortie du Golgi. Alors à la sortie, la citerne émet des vésicules qui sont transportées vers la membrane plasmique ou vers les endroits où le système est actif. Il y a aussi dans la polarisation le fait que je vous ai mentionné tout à l'heure que les protéines du Golgi, il est assez bien acquis qu'elles doivent agir, elles doivent faire leur modification à une position donnée. Donc il y a une organisation des protéines du Golgi qui vont du côté 6 au côté trans. Quelque chose qui va dans le même genre, et tous les modèles respectent ça. Alors peut-être que le mot que j'ai mis n'est pas très heureux, mais il y a une onde de sécrétion, ça veut dire que les protéines maturent à partir de la partie 6 et vont finir dans leur état final dans la partie trans, où elles vont passer du Golgi à la région transgolgienne et puis être émises dans la cellule. Il y a énormément de vésicules qui sont actives dans le Golgi. Alors, il va falloir que je prenne des notes parce que je ne suis pas capable de retenir toutes ces couleurs, mais ici, vous avez toujours ce Golgi de l'algue qui est là-bas, et il distingue des vésicules de plusieurs types. Alors, les vésicules qui sont jaunes, qui sont celles-là, c'est des vésicules qui ont une coque de protéines autour qui est COP1, et COP1, ça agit dans le réticulum endoplasmique. Donc ça, c'est les vésicules qui arrivent du réticulum endoplasmique. Elles sont au bon endroit, le réticulum endoplasmique est de ce côté-là. Il n'y a pas de surprise avec celle-là. Il y a les vésicules qui sont les vésicules qui... pardon, c'est COP2, le réticulum endoplasmique. Je vois Bruno qui approuve, c'est moi qui me suis emmêlé. Les vésicules qui ont COP1, c'est des vésicules, au contraire, qui ont bourgeonné à partir du Golgi lui-même. Alors, il y a 2 types de vésicules, je ne sais pas pourquoi il y en a 2. Il y en a 2, c'est les violettes et les vertes. Donc il y en a qui sont ici, puis il y a des violettes qui sont autour. Il y en a quelques-unes qui sont de ce côté-là. Un truc qui est surprenant et qui n'est pas vraiment en accord avec beaucoup des modèles, c'est qu'il semble y avoir, en tout cas dans cette image-là, 0 vésicule à l'intérieur de l'appareil de Golgi lui-même. Une autre remarque, c'est qu'on sait identifier qu'il y a COP1 ou COP2 à la surface des vésicules, ça ne vous dit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous croyez au modèle de transport antérograde, les vésicules qui vont dans ce sens-là, elles doivent transporter les protéines de sécrétion qui vont être amenées jusqu'au bout du Golgi, et puis les vésicules qui sont émises par le Golgi et qui reviennent en arrière, elles doivent transporter les protéines du Golgi pour les remettre à la place où elles doivent être. Et c'est quelque chose qui a l'air très difficile à mesurer. Beaucoup d'articles insistent là-dessus, sur le fait qu'on ne sait jamais exactement ce qu'il y a à l'intérieur du Golgi. Il y a des vésicules qui sont rouges ici. Ça, c'est des vésicules qui viennent de la membrane plasmique, et elles sont enrobées de clatrine. Et puis les vésicules bleues, ils les appellent les vésicules de sécrétion. Ça, pour moi, c'est les vésicules qui ont fait toute leur maturation à travers du Golgi, et celles-là aussi, elles sont du bon côté. Donc la conclusion, c'est qu'il y a des vésicules
qu'on ne sait pas très bien, et qu'on sait distinguer, il y a 5 types de vésicules sur cette image-là, qu'on sait distinguer ces vésicules, mais qu'on n'a pas de preuve formelle des protéines qui sont à l'intérieur de ces vésicules. Donc voilà pour les vésicules. Cinétique exponentielle de la sortie des cargos. Alors, il y a un certain nombre d'expériences, et je vous en montrerai d'autres dans la suite du cours, que les gens ont définies et qui sont un peu des expériences très caractéristiques que les gens font dans le Golgi. Une de celles-là, c'est de répartir les protéines du Golgi, une protéine de manière à qu'elle soit à concentration constante dans le Golgi, et puis à l'instant t égale 0, couper la source qui répartit les protéines et regarder comment les protéines sortent du Golgi. Pour ça, toutes les expériences que j'ai vues disent la même chose, c'est que la cinétique de sortie du Golgi est exponentielle. Vous allez voir que pour le modèle, qui est plutôt le modèle favorisé de progression des citernes, si les citernes avancent à vitesse constante, il n'y a absolument aucune raison que la cinétique de sortie soit exponentielle. Et ça, c'est un des problèmes de ce modèle-là. Une autre chose qui est très caractéristique, c'est qu'il y a des petits cargos et des gros cargos dans le Golgi. Les petits cargos, c'est facile de les impacter dans des vésicules. Les gros cargos, ils sont plus gros que les vésicules de façon traditionnelle. Et pourtant, le Golgi marche à peu près de la même façon pour les petits cargos et les gros cargos. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas très facile à expliquer dans certains des modèles. Et puis après, ce qui est peut-être moins établi que ce que j'ai écrit là, c'est qu'il y a des jonctions entre les citernes du Golgi. Alors ces jonctions, elles peuvent se faire soit par des tubes qui passent d'une citerne à l'autre, soit par des citernes directement qui ont un label chacune ou des protéines RAB et qui peuvent temporairement s'apparier. Ça résout le problème des gros cargos parce que si on fait une jonction entre deux citernes, les grosses protéines, elles peuvent diffuser d'une citerne à l'autre et passer à la citerne suivante. Donc c'est un peu pour ça que cette chose-là a été inventée. Après, plusieurs articles disent que les preuves formelles de l'existence de ces jonctions ne sont pas très sûres. Donc voilà les points que moi j'ai retenus. Après, oui. Qu'est-ce qu'on sait sur la composition lipidique ? À la composition lipidique. Alors la composition lipidique, je ne pourrais pas répondre en détail, mais elle varie entre les différentes citernes. Ça va être mon premier point, c'est comment on peut assurer, en mélangeant en faisant du transport entre les citernes, comment est-ce qu'on peut garantir une composition lipidique constante. Je vais passer un bon moment du cours à vous expliquer ça. Donc il y a 3 modèles. Ça, c'est le modèle de progression des citernes et de maturation. Vous voyez que les citernes, à partir d'ici, qui est la phase 6, ont une vitesse, se déplacent à vitesse constante. Ici, il faut qu'il y ait un mécanisme qui, j'allais dire, fasse évaporer la citerne externe, parce qu'elle se coupe en intermédiaires qui vont après aller vers la membrane plasmique. Et ce qui est rajouté dans ce modèle, c'est ces jonctions hétérotypiques, c'est-à-dire c'est des tubes entre les citernes qui se rejoignent les unes avec les autres. Si vous prenez à la lettre le modèle original, comme les citernes avancent à vitesse constante, ça met un temps fini pour arriver au bout, et quand elles arrivent au bout, toutes les protéines s'en vont, donc après le temps que les citernes mettent pour arriver au bout, il n'y a plus de sortie du Golgi. Ça veut dire que cette loi exponentielle que je disais et qui a l'air d'être vérifiée par tout le monde n'est pas satisfaite pour le modèle original. Là, il y a des vésicules qui peuvent diffuser directement de l'autre côté et commencer à sortir avant que la vague arrive. Et à la fin, ça crée, ou revenir en arrière, et ça crée une cinétique exponentielle. Il y en a 2 ici. Il y en a un que je comprends bien, l'autre que je comprends beaucoup moins bien. Alors celui que je comprends bien, c'est celui-là. Ça, c'est le modèle original de transport vésiculaire. Vous voyez qu'on a rajouté ce que je vous disais, une connexion entre la citerne ici, qui a les protéines rouges, et la citerne qui a les protéines vertes. Ça veut dire que les gros cargos qui sont ici peuvent passer directement, comme ça, de là à là. Donc ça, si on fait ça, ça corrige un des défauts de ce modèle-là, qui est que les gros cargos ne peuvent pas être transportés. Alors celui du dessus est beaucoup plus compliqué. Ça sort d'un article de Jennifer Lippincott-Schwartz, qui est la personne qui fait ces images que je vous ai montrées dans le premier cours. Elle a plein de données et elle a construit un modèle à partir de ces modèles où il n'y a pas de progression des citernes, qui est censé décrire toutes ces données. Alors, il y a des citernes discrètes, et chacune de ces citernes a 2 compartiments. Un compartiment où se fait la maturation, ici, et un compartiment
où les protéines peuvent sortir avant d'arriver au trans-Golgi du Golgi. Donc il peut y avoir à chaque niveau une sortie des protéines du Golgi. Et puis il y a des jonctions ici qui sont faites de ce côté-là. Donc ce modèle-là me paraît très compliqué. Elle arrive à effectivement ajuster avec ça beaucoup des données qu'elle a. J'avoue que je n'ai pas été très convaincu. Pour M. Luini, celui qu'il préfère, c'est le premier. Et il le dit très clairement. Bon, alors après, c'est le promoteur de ces modèles-là depuis le début, mais il corrige avec le premier un des gros défauts qu'il y avait dans le modèle original. Donc je vais m'arrêter là. Il y en a certainement des bien plus sophistiqués qui existent. Je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Simplement, ce sur quoi je veux insister, c'est que même pour les physiciens, c'est important de regarder ça, parce que ça évite de faire des choses qui ne correspondent pas. Enfin, il faut absolument ne pas violer des choses qui ont été observées de façon claire par des expériences. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc ce par quoi je vais commencer, c'est la question de Bernard Julia. Comment est-ce qu'on peut avoir en communication deux citernes qui n'ont pas la même composition? Alors ça, c'est ce que j'ai appelé les hétérogénéités des compartiments membranaires. Alors, il y a un premier modèle qui avait été fait il y a longtemps. C'est un modèle de Heinrich et Rapoport. Vous trouverez la référence. J'ai mis toutes les références comme d'habitude sur Internet. Ce n'est pas tout à fait ça que je vais vous présenter. C'est un modèle plus récent qui est dû à Piersens et son étudiant Serge Dmitriev, qui reprend les idées de Heinrich et Rapoport, surtout qu'il les exprime dans un langage qui correspond mieux au mien. Donc ça, c'est Sens. Alors, je vais vous faire un schéma. Je vais prendre deux citernes. Alors, je vais me simplifier la vie, et tout ça, c'est des contraintes. Celle que je vais mentionner maintenant, elle est très facile à relaxer. Je vais supposer qu'elles ont le même volume, comme ça, le nombre de molécules et la concentration, c'est la même chose. Il y a un trafic entre les deux citernes, ça veut dire qu'il y a des vésicules qui passent d'une citerne à l'autre. Donc, elles peuvent passer comme ça, ou elles peuvent passer comme ça. Et puis, elles transportent des protéines. Donc, il y a des protéines ici. Je suppose que le système est complètement symétrique. Alors, dans les vésicules, il faut qu'il y ait des protéines. Autrement, les vésicules ne servent à rien. Ça veut dire que les règles qui gèrent le passage de ce côté-là à ce côté-là sont les mêmes que les règles qui gèrent le passage de ce côté-là à ce côté-là. Une première chose, c'est que si c'était un processus thermodynamique, ça s'homogénéiserait à toute vitesse, et donc on aurait la même composition partout. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait du transport actif dans le Golgi. Alors je vous dis depuis le début qu'il y a des moteurs moléculaires, donc on n'est pas gêné par ça. Par contre, c'est assez facile de trouver que la concentration est la même dans les deux compartiments. Et ce à quoi ces modèles sont à la recherche, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire une brisure de symétrie de façon à avoir des concentrations C1 et C2 qui ne sont pas les mêmes. Donc c'est ça que je veux vous expliquer. Je vais le faire en deux étapes. Je vais considérer d'abord que le nombre de protéines est constant, c'est-à-dire que mon système est fermé et n'échange pas avec l'extérieur. Alors, je vais dire que pour passer de 1 à 2, je vais regarder la concentration de C1, par exemple, d de C1 sur dt.
faut que je mette des... Il y a un flux qui passe de 1 à 2, donc c'est moins le flux J1,2, parce que ce flux-là, il enlève des protéines de ce côté-là, il les transporte de l'autre côté, et puis il y a un flux qui passe de 2 à 1, plus J2,1, et puis je vais supposer que j'ai deux concentrations, C1 et C2, telles que C1 plus C2 est égal à C total, ça c'est le nombre total de protéines que j'ai mis dans le système. Mon système est complètement symétrique, ça veut dire que si je dis que J1,2 est une fonction J de C1, C2, J2,1 c'est la même fonction mais de C2, C1. Alors si j'écris ça, vous voyez que la solution C1 égale C2, ça fait J de C1, C1. Elle me permet d'avoir un état stationnaire. Donc mon seul souci, c'est de savoir si cet état stationnaire il est stable ou il est instable. Maintenant, il faut que je vous dise que ça peut être J1,2. Alors je vais écrire J, IJ. Ça, c'est le flux de 1 vers 2. Ce que disent très clairement ces articles, c'est qu'il y a 3 composantes dans ce flux-là. Il y a d'abord le fait qu'il faut que la vésicule soit chargée, c'est-à-dire qu'il faut que la vésicule ait embarqué une protéine avec elle, autrement elle ne sert à rien. Donc il y a la charge de la protéine. Après, il y a le mécanisme de transport lui-même. Je ne vais pas parler du mécanisme de transport, je vais considérer qu'il est très rapide. Donc c'est presque instantané. Une fois qu'une vésicule a été émise, soit elle s'accroche à la citerne opposée, soit elle revient dans la citerne où elle était partie. Donc je vais supposer que celui-là, il est rapide. Ce que je ne vais pas vous montrer, c'est que le mécanisme est assez robuste. Donc l'article de Pierre Sens montre bien qu'on peut le généraliser et que les résultats ne sont pas trop affectés par cette généralisation. Et puis il y a une troisième étape, c'est le relargage de la protéine dans le deuxième compartiment. Alors cette étape, je l'oublie, je dis qu'elle est instantanée. Il faut que je vous parle du flux de 1 vers 2, donc du largage. Je vais supposer que une protéine donnée, elle a une probabilité de charger une protéine, que je vais appeler P de C1. Tout ça, ça se passe dans le compartiment de gauche, donc ça ne peut dépendre que de la concentration C1. Une fois que la protéine est là, il peut arriver deux choses. Soit elle va s'accrocher, je vais appeler la probabilité Q1,2. Ça, c'est la probabilité que si elle arrive du compartiment 1, elle s'accroche au compartiment 2. Ces deux probabilités sont inférieures à 1, donc il y a une espèce de flux maximal ici qui fixe la dimension du flux. Maintenant, il faut que je discute P de C1. Donc on a envie de dire que si C1 est petit, P de C1 va être proportionnel à C1. Ce qu'inclut ces modèles, c'est le fait qu'il y a une saturation. Donc je vais utiliser la loi qu'ils utilisent, qui est une loi de Michaelis-Menten. Maintenant, si je regarde, ça c'est la charge. Si je regarde QIJ, qui est la probabilité que j'accroche une molécule qui vient de I dans le compartiment J, il peut y avoir une composante à la probabilité qui est non spécifique, une constante. Je vais le mettre un demi, mais je pourrais mettre n'importe quoi. Hein. Puis après, il faut tenir compte de la spécificité, c'est-à-dire une vésicule ne va pas s'accrocher n'importe où, elle va s'accrocher à un compartiment où elle peut s'accrocher. Un modèle pour ça, ça serait par exemple ces protéines RAB, dont a parlé par exemple Marino Zirial, où il faut avoir deux composants qui se reconnaissent pour qu'il y ait une liaison de fait. Alors il vous a montré que c'était bien plus compliqué que ça. Ça veut dire que
il y a aussi une probabilité qui va être proportionnelle à P de C1, ça c'est la probabilité d'avoir une protéine dans la vésicule. Et puis, le modèle le plus simple, c'est de dire qu'elle est proportionnelle à C2. Ça veut dire que si j'ai une protéine ici qui reconnaît sa protéine là, je ferai une liaison. Alors, il y a un coefficient. Alors, si je mets pour I et J, ça c'est I, et ça c'est J. Et puis, il faut une constante. Alors, ce qui m'intéresse, c'est Q1,2. Je vais écrire que Q1,1 plus Q1,2 est égal à 1. Et cette constante, je vais l'appeler CF. Ça me dit que Q1,2 égale... Où est-ce qu'elle est? CF plus P de C1 fois C2. Alors faites-moi confiance, si vous appliquez la formule à Q à 1 et que vous faites la somme, ça vous donne la constante et ça donne ce résultat. Alors je vais faire ça de façon presque moderne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette relation-là, dC1 sur dt égale J12 plus J21. Je cherche un état stationnaire, donc je trace moins J12 plus J21. Maintenant, il faut que je décide de combien de paramètres ça dépend. Il y a deux paramètres. Il y a la concentration ici qui contrôle la saturation, et puis il y a la concentration ici qui contrôle la proportion d'interactions spécifiques par rapport aux interactions non spécifiques. Je vais dimensionnaliser toutes les concentrations par CT, c'est la concentration totale. Donc j'ai deux paramètres sans dimension. J'ai A qui est CF sur la concentration totale et S qui est CS sur la concentration totale. Alors ce que je vais faire de façon un peu arbitraire, c'est que j'ai fixé ça à une valeur quelconque. Ça marche pour toutes les valeurs entre 0 et 1, c'est la même chose. Donc je l'ai pris égal à 0,2 ici. Et puis après, j'ai varié A, et en fonction des valeurs de A, je regarde la courbe qui m'est donnée par ça. Alors si A est grand, si A est grand, ça veut dire que CF est grand, ça veut dire que ce terme-là est petit, ça veut dire qu'il n'y a que des interactions non spécifiques, donc ça veut dire que je mélange gentiment le mélange. Donc si A est grand, j'obtiens la courbe rouge qui est là, et quand la somme de mes deux courants est égale à 0, je trouve que la solution c'est 0,5. Cette solution est parfaitement stable. Alors je vous laisse vous prendre un peu la tête là-dessus, mais la solution est stable si quand on coupe 0, la courbe est décroissante. Pour ça, vous déplacez, vous prenez ce point-là, vous le déplacez un peu ici, et vous regardez ce que vous dit l'équation qui est là. Et si la courbe est décroissante, elle vous le ramène, ou si vous êtes mathématicien, vous dites que c'est un théorème de Lifshitz ou de je ne sais quoi. Après, j'ai regardé ce qui se passait quand la concentration... Alors ça, c'est pour A égale 2. Après, j'ai regardé ce qui se passe quand A est petit. Si A est petit, c'est la courbe verte. Vous voyez qu'entre-temps, elle a changé de forme. Et cette fois, j'ai trois solutions. J'ai celle-là, 0,5, et 0,5 doit toujours marcher, hein, quoi que je fasse, 0,5 marchera. Et puis j'ai celle-là ici. Et qui plus est, si je prends ces variables C1 sur CT, la courbe est symétrique, ça veut dire que ça, ce point-là, c'est 1 moins celui-là.
Donc ce que je vous ai dit, c'est que pour que le point fixe auquel je vais soit stable, il faut que la courbe soit décroissante. Donc ces deux points fixes sont stables. Ce point fixe est instable. Donc ça veut dire qu'il y a un compartiment qui va avoir cette concentration-là et un compartiment qui va avoir cette concentration-là. Donc à cause de cette spécificité des interactions qui est mesurée par ce paramètre CF, on arrive à briser la symétrie entre les deux compartiments, avoir un compartiment qui a une grande densité et un compartiment qui a une petite densité. Après, il y a une troisième courbe. Je n'ai pas été très subtil. Hein. J'ai pris sur Mathematica, j'ai fait glisser le paramètre jusqu'à ce que j'arrive à la transition entre ces deux, entre cette courbe-là et cette courbe-là. La transition, elle se fait quand ce point-là a une tangente horizontale. Donc la limite de stabilité, c'est D2 moins J12 sur D de C1 égale 0. Si vous voulez, vous pouvez faire une perturbation dans cette équation-là, vous trouverez la même chose en quelques lignes. Alors cette limite, on peut la calculer. Je vais vous écrire la forme. C'est 4 CFCS fois CT plus 2CS doit être inférieur à CT au cube. Donc la limite de stabilité, c'est 4 CFCS, facteur de CT plus 2CS, égale CT au cube. Alors, je n'ai pas besoin de mettre très petit, il faut que je mette inférieur ou égal. Ça, c'est la condition d'instabilité. Alors c'est la courbe qui est tracée là. Ça, c'est mes deux paramètres, A et S. Et la courbe qui est ici, c'est cette courbe-là. Donc on trouve bien ce que je vous avais dit. Si CS est grand, c'est stable. Si CF est grand, c'est stable. Si CS est grand, c'est stable aussi, parce que je n'arrive pas à charger les vésicules. Donc je le ferai très lentement et je mélangerai tout. Par contre, si les deux sont petites, si je me place par exemple au rapport constant, je vais me balader sur cette ligne-là, il y a une valeur critique, et quand j'arrive ici, c'est instable. Ça, c'est une deuxième courbe qui est prise de l'article. Ça, c'est C sur CT, C étant la concentration dans un des deux compartiments. Donc si C sur CT est petit, le système est stable. Et vous voyez que quand j'arrive à C total sur C total critique, c'est-à-dire quand j'arrive à ce point-là, c'est exactement... ici, les deux sont égales, et puis après, ça se sépare en deux, il y a une bifurcation. Ici, c'est le compartiment 1 qui est le compartiment qui a la plus grande concentration, et le compartiment 2 qui a une concentration plus faible. Alors la courbe est plus symétrique parce que les variables ne sont pas normalisées comme il faut pour que la courbe soit symétrique. Il y a une autre chose qui est tracée ici, qui est intéressante. Donc on a divisé le flux par cette quantité-là. Et ce que montre cette courbe, c'est qu'il y a un maximum, et que le maximum, il arrive exactement à ce point-là. Donc le flux de 1 vers 2, il a une valeur maximale. Ça va me donner un peu des idées qualitatives sur ce que je vais dire avant. Donc la conclusion de ça, c'est que si vous avez un transport actif, même dans le cas où tout est parfaitement symétrique, il peut y avoir une brisure de symétrie, et il peut y avoir un compartiment qui a une grande concentration et un compartiment qui a une petite concentration. Alors on peut généraliser ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On peut considérer qu'il y a plusieurs types de protéines, par exemple. Les résultats sont robustes et c'est fait en détail dans l'article de Pierre Sens. On peut inclure le temps de transport, etc., etc. Ce résultat, au moins qualitativement, est quelque chose qui est assez robuste. Alors, c'est bien, mais j'ai considéré un système fermé.
Et le Golgi, ce n'est pas un système fermé, parce que je vous explique depuis le début que c'est des protéines qui sont sécrétées par le réticulum endoplasmique qui arrivent dans le Golgi et qui sont transportées dans le Golgi. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est ce que je vais faire, c'est reprendre ce problème-là avec un système ouvert. Je vais faire ça. Alors, le système ouvert, ce dont je veux plus, c'est cette relation-là. Et puis, je veux alimenter un flux ici, que je vais appeler J-in. Et puis, je vais supposer que les protéines bourgeonnent à partir de la citerne supérieure. Et puis, s'il y a une concentration C-out, C2 ici, je vais écrire que le J-out, c'est moins K2, C-out. Donc, plus il y a ce protéine ici, plus elles changent de bourgeonner, c'est raisonnable, ça pourrait être une loi plus compliquée, mais ça suffit pour montrer ce que je veux. Donc maintenant, il faut que je sois un petit peu plus précis. Il faut que j'écrive des équations pour C1 et C2, parce que C1 plus C2 n'est pas constant. Donc je vais écrire que dC1 sur dt, c'est moins J12 plus J21 plus Jin. Et puis dC2 sur dt, tout ce qui part de C1 arrive en C2, tout ce qui arrive en C1 vient de C2. Donc les deux premiers termes, c'est exactement les termes avec des signes opposés. Ça fait plus J12 moins J21. Et puis il faut que j'enlève les protéines qui sortent de ce côté-là, donc moins Kout. C-out. Donc là, j'ai l'évolution temporelle des protéines dans les deux compartiments quand j'injecte avec un taux J-in et quand je sors avec ce taux-là. Alors, je vais rendre les choses sans dimension comme j'ai fait avant. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ces deux équations. Si j'ajoute ces deux équations, il n'y a que les termes qui viennent de l'extérieur qui comptent. C'est-à-dire, si je considère tout le système qui est là, il y a juste un flux J-in et un flux J-out. Donc dct sur dt, c'est J-in moins K-out, C-out, C2. Alors, si je cherche, comme tout à l'heure, un état stationnaire, à l'état stationnaire, le nombre total de protéines doit être fixe, et ça me dit que C2, c'est J-in sur K-out. Maintenant, je vais utiliser ça pour redéfinir toutes les concentrations. Donc, je vais définir des concentrations CI égale C bar I égale CI sur J-in. Celles-là, elles sont sans dimension et elles sont telles que si j'ai un état stationnaire, C2 bar est égal à 1. Je vais diviser tous les flux par JS. Ce JS-là, c'est ce qui nous caractérise l'importance du flux qui passe d'une vésicule à l'autre. Donc je vais prendre ça comme unité. Et toutes les concentrations par ça. Alors ce qui m'intéresse, c'est compter le nombre de variables que j'ai. Donc j'ai un paramètre que je vais appeler A, qui mesure la spécificité. Donc maintenant je vais le définir par A Kout sur J-in. J'ai un paramètre que je vais appeler S comme tout à l'heure,
qui mesure l'importance de la charge. Ça, c'est CS K au-dessus J in. Puis après, j'ai encore J in comme paramètre. Si je veux tout normaliser par GS, le paramètre que je vais avoir, c'est J. Ce que je vous ai dit tout à l'heure dans mon système fermé, c'est qu'il y avait un flux maximal. Et qu'au-dessus de ce flux maximal, j'ai plus de solution comme ça. Ce que ça suggère, c'est que si j'augmente J beaucoup trop, je ne vais plus trouver de solution non plus. Je vais amener tellement de vésicules dans la première citerne qu'elles vont s'accumuler dans la première citerne. Donc c'est un peu à la recherche de ce genre de choses que je suis. Ce que je vais faire dans la suite, c'est fixer A et S, ou fixer un des deux, et puis varier ces deux paramètres-là. Alors dans mon esprit, je fixe J in, parce que si je change J in, je change les trois paramètres en même temps, donc je ne peux pas les varier indépendamment. Et puis je varie par exemple JS, CF et CS, et ça me permet de varier les trois paramètres, et il n'y a que ces trois paramètres-là dans le problème. Alors en pratique, je vais fixer S aussi, ou je vais faire S égale A d'ailleurs dans les trucs que je vais vous montrer. Pas là, c'est dans cette direction-là que je veux aller. Donc ce que je veux tracer, c'est cette relation-là, et regarder quand est-ce que je peux obtenir un point fixe pour C1 à partir de cette relation-là. Alors ça dépend de C1 et de C2, mais C2 c'est égal à 1 dans cette histoire-là. Donc je vais écrire 0 moins, je vais faire passer ce J in de ce côté-là, et puis je vais le normaliser. Donc je vais écrire que moins J bar égale J12 bar moins J12 bar, où ces deux-là, c'est les flux divisés par JS. Donc ça me donne le point fixe des états stationnaires. Alors il faut que je distingue deux cas. Il faut que je distingue le cas où A et S sont grands et où A et S sont petits. Donc si A et S sont grands, c'est la courbe du haut. J'ai fait A égale S égale 2. Donc ça, c'est la courbe J1 plus J2, puis qu'il faut qu'elle soit égale à moins J. Alors vous voyez que j'ai deux points d'intersection, un ici et un ici. Je vous ai dit tout à l'heure que les points qui étaient stables, c'est ceux pour lesquels la courbe était décroissante. Donc si A et S sont grands, le point d'équilibre stable, c'est celui-là. Il est plus grand que 1. Et ça, c'est un peu ce qu'on attend. On alimente la citerne 1. Donc c'est assez normal que la concentration soit plus grande dans la citerne 1. Je vous rappelle que la citerne 2, elle est là. Donc si A et S sont grands, C1 est supérieur à C2. Ça, c'est 6J. Si j'augmente J, je vais arriver à une situation comme ça. Là, il n'y a plus de point d'intersection, ça veut dire qu'il n'y a plus d'état stationnaire. Dire que ici c'est très négatif, ça veut dire que le courant qui arrive est très grand. Donc, je suis en train d'injecter beaucoup de vésicules dans la première citerne. Si on attend suffisamment de temps, C1 va croître. Donc j'accumule toutes les protéines dans C1, et à la fin, vous allez aller à C1 le plus grand possible, et C2 tendant vers 0.
il est grand, il est proportionnel au temps. Donc voilà ce qui se passe quand A et B sont grands, A et S sont grands. Maintenant, si A et S sont petits, si A et S sont petits, c'est la deuxième situation ici. Donc j'ai toujours la même chose, j'ai ma courbe ici, je la coupe par une valeur constante. Si J est petit, il y a encore 2 points fixes, donc il y a 2 états, et il y en a un seul qui est stable, qui est celui-là. Il se produit à une valeur plus petite que 1, qui est ici. C2 vaut 1, C1 vaut ça. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, c'est C1 qui est plus petit que C2. Ça veut dire que le courant qui passe de 1 à 2 est grand. CF est petit, donc la spécificité est très grande. Il y a beaucoup de vésicules qui passent en 2, et les vésicules, cette fois, elles vont avoir tendance à s'accumuler sur la citerne 2 et pas sur la citerne 1. Ce n'est pas la fin de l'histoire, cette histoire-là, parce que si je pars de tous les points qui sont entre 1 et 0, le système est stable et va converger vers cet état-là. Mais je peux préparer le système de façon à ce qu'il parte d'ici. Si je prépare le système de façon à ce qu'il parte d'ici, le système est instable, il n'y a plus d'état stable, et c'est pareil que là, C1 va grandir et C2 va tendre vers 0. Alors mon étude n'est pas complète. Ce qu'il faudrait faire, alors j'aurais peut-être dû dire ça dès le début, ça c'est un superbe système dynamique. L'article étudie le système dynamique. Il y a un point fixe, qui est le point fixe qui est là. Et vous avez un bassin d'attraction du système dynamique. Donc on va à C1 très grand et C2 égale 0 si on est à l'extérieur du bassin d'attraction. J'ai un peu triché ici parce que j'ai bloqué C2 à 1. Donc j'ai étudié la moitié du système dynamique et pas tout. Il y a des protocoles qui sont assez astucieux d'ailleurs dans l'article, où par des changements consécutifs de paramètres, ils arrivent à faire passer le système d'un état comme ça à un état comme ça. Donc pour rendre le système instable en jouant sur la géométrie de ce système dynamique. Là aussi, pour le coup, à part si je suis juste au point qui est intermédiaire, où C1 égale C2, si je mets un flux externe, je vais avoir des concentrations différentes dans les deux compartiments. Bien sûr, j'ai des concentrations différentes. Mon flux, c'est un phénomène actif, donc j'ai consommé de l'énergie pour faire ça. Et dans tous les cas, j'arrive à avoir ces concentrations différentes dans les deux compartiments. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Il y a des moyens, en consommant de l'énergie, c'est-à-dire en utilisant des systèmes actifs, pour avoir des compartiments qui sont différents et qui échangent de la matière, différents au sens qu'ils ont des concentrations différentes. C'est un exemple un peu caricatural, je veux bien, mais je crois que le mécanisme est très général, et je trouve que c'est une très très belle idée, cette histoire-là. Alors, qu'est-ce que je veux faire après ? Je vais vous montrer deux théories récentes de l'appareil de Golgi. Elles sont un peu compliquées. J'ai essayé de simplifier autant que je pouvais, c'est-à-dire je ne vais pas du tout vous montrer de calcul, je vais essayer de vous les expliquer qualitativement. Ce qui m'intéresse là-dedans, dans les deux d'ailleurs, c'est que c'est des théories qui sont assez générales, c'est-à-dire qu'il ne faut aucune hypothèse a priori, et une même, plus ou moins, ignore la physique, en disant finalement, ce n'est pas la physique qui compte, c'est la spécificité des interactions entre la citerne et les vésicules. Je n'étais pas très heureux de ça, et puis à force de la lire, j'ai été plus ou moins convaincu que cette théorie avait un intérêt même assez grand. Donc la première, j'ai appelé ça théorie récente. Je vais recommencer là. J'insiste sur le fait que le but de ça, ce n'est pas de faire des théories quantitatives, c'est de voir quels sont les phénomènes qui sont imposés par la physique et qu'on est obligé de mettre dans tous les modèles quels qu'ils soient. Alors la première, j'ai repris le nom qu'ils lui donnent,
qui est un peu pompeux. Ça s'appelle une théorie morphodynamique. Alors en gros, c'est une théorie qui est reliée à la matière active. Depuis que je fais ces cours, tous les ans, je vous ramène quelque chose qui est relié à la matière active. Ça en fait partie. L'esprit de ce genre de théorie, c'est exactement le même, sauf qu'elle est un peu compliquée par rapport à tout ce que j'ai pu dire jusque-là. Le promoteur de ça, c'est Madan Rao. Donc, il y a quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on a invité plusieurs fois à l'Institut Curie. L'idée de Madan Rao, c'est de dire la chose la plus importante, finalement, dans ces choses-là, c'est ce qui se passe aux membranes. Donc, il va essayer d'étudier les membranes et se focaliser sur la membrane d'une citerne. Puis il dit il y a deux événements qui arrivent à la membrane d'une citerne. Soit il y a des objets qui viennent fusionner, peu importe le mode de transport, soit il y a des objets qui bourgeonnent à partir, donc qui se fissionnent à partir de la citerne. Donc il y a des fusions et des fissions. Ensuite, il dit je sais que ces choses-là, c'est des phénomènes très hors d'équilibre. Donc il faut des objets qui provoquent les fusions et les fissions. Donc il dit qu'il doit y avoir des protéines actives qui seront des physiogènes et des fissiogènes. Alors comment il force à ce que ça soit une protéine active? Il va imposer que ces protéines créent un cycle d'état sur la membrane qui est fermé et tel que le cycle ne se produit pas de la même façon dans un sens et dans l'autre. Si le cycle ne se produit pas de la même façon dans un sens et dans l'autre, on ne respecte pas le bilan détaillé et donc le phénomène est hors équilibre. Alors c'est là que ça commence à devenir compliqué. Les dessins sont un peu compliqués. Donc il y a deux événements. Il y a des événements de fusion et des événements de fission. Le type de l'événement de fusion, ça serait la vésicule vient s'accrocher. Après, il y a un phénomène de zipping, il y a l'ouverture d'un pore, et puis après, il y a la fusion totale, et il y a un cycle qui se fait entre tous les états possibles de fusion, et le cycle se fait dans cet ordre-là. Si vous le faites à l'envers, il ne se passera pas de la même façon. Donc déjà, à cet endroit-là, si je dis que le cycle ne se fait pas de la même façon dans les deux sens, ça veut dire que j'ai injecté de l'énergie dans le système. Et pareil pour la fission. Donc la fission, elle est ici. Il y a une invagination, il y a une coque qui peut se faire, il y a des protéines qui viennent sur la coque, et puis la vésicule s'en va. Là aussi, il faut que je tourne dans ce sens-là et que je ne tourne pas dans l'autre sens. Et là aussi, ça veut dire que ces protéines fusiogènes et fissiogènes, elles consomment de l'énergie et elles mettent le système hors équilibre. Donc ça, c'est la base de son idée. Et puis après, il dit des choses qui sont clairement vraies. Il dit, quand j'ai un événement de fusion ou de fission, je peux échanger trois choses. Je peux apporter de la quantité de mouvement à la membrane. Il y a un transfert de quantité de mouvement. Il y a un transfert de volume, parce que la vésicule arrive avec un volume, et le volume, il passe de l'extérieur à l'intérieur. Puis il y a un transfert de masse.
transfert de masse, c'est la masse apportée par la vésicule dans la membrane. Ça inclut les phospholipides et ça inclut les protéines à la fois fusiogènes et physiogènes qui sont cachées dans la membrane. Alors le transfert de masse, il est caractérisé par des taux d'accrochage des vésicules et des taux de décrochage qu'il appelle M1, avec un truc comme ça pour bien montrer que c'est le cycle qui crée ça. 1, ça va être la fission. Et M2, ça c'est le taux de fusion. Le transfert de quantité de mouvement, ça va être des forces. Je vais mettre entre parenthèses parce que je vais moduler ça dans une minute. Ça ne peut pas être des vraies forces, il faut que ça soit des dipôles de force. Et puis le transfert de volume, ça va transférer du fluide de l'autre côté. À la fois le transfert de quantité de mouvement et le transfert de volume, ça peut créer des écoulements en volume. Le transfert de masse, ça crée des écoulements sur la surface. Et donc ça crée un champ de vitesse sur la surface. Donc c'est ça l'idée globale. Puis après, comme je vous l'avais raconté pour la matière active, il essaye de faire la théorie la plus générale possible à partir de ces idées-là. Donc il y a déjà 2 paramètres ici, il y en a un troisième, c'est que, j'ai dit, il y a des forces, mais ce qui compte, c'est les moments des forces, et on sait bien que quand on essaye de déformer une surface, ce qui compte, c'est le moment de torsion. Donc il y en a un qui est dans un sens, parce que ça courbe la vésicule dans un sens, qui est dû à la fission, et il y en a un qui est dans l'autre sens, qui est dû à la fusion. Ça, c'est ce qui joue le rôle de la contrainte active. Alors, si vous regardez ici, il y a un dessin de la membrane avec des événements de fusion ici. Et puis, c'est ce que je vous ai dit, la fusion, ça ne peut pas exercer une seule force, parce qu'autrement la vésicule ne serait pas à l'équilibre mécanique. Donc ça exerce 2 forces qui sont dans ce sens-là, et la fusion, elle pousse comme ça, parce qu'elle amène de la matière, donc la matière arrive comme ça, et repart dans la membrane. Donc tout ce qui est en rouge ici, c'est des événements de fusion. Ce n'est pas une force, c'est un dipôle de force. Ça veut dire que la force, en moyenne, est non nulle. Il y a le dipôle de force. En fait, ce qui compte pour déformer la surface, c'est le moment d'ordre 2 de la force, qu'il appelle Q. Donc il y a un moment actif. Qu'il appelle Q. Ça, c'est le moment créé par les cycles de fusion et de fission. Donc voilà les hypothèses de base de la théorie. À partir de maintenant, je vais être un peu plus vague. Je vais vous dire quand même les équations qu'il écrit. Donc, il a écrit une équation d'équilibre mécanique. Ça lui permet de calculer les écoulements. Et puis après, une fois qu'il connaît les écoulements, c'est les écoulements qui vont déformer la citerne. Donc il calcule la morphologie de la citerne. Alors, je vous dis ça en une phrase. Il y a 50 pages dans l'appendice pour expliquer comment écrire l'équilibre des forces. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il écrit des équations de conservation des composants. Alors, il distingue 3 types de composants. Il y a les protéines fusiogènes, donc il faut qu'ils gardent la trace parce que c'est ça qui règle les flux. Les protéines physiogènes, donc 1, c'est pour la fission. 2, c'est la fusion. Et tout le reste, il appelle ça protéine passive.
Protéines passives, ça inclut toutes les autres protéines qu'il y a à l'intérieur des vésicules, et puis aussi les phospholipides, c'est-à-dire les phospholipides de la membrane qui étaient dans la vésicule en arrivant, ils se retrouvent dans la membrane. Je ne vais pas vous écrire ces équations-là, donc à partir de maintenant, je vais vous expliquer qualitativement ce qu'il fait. Il y a en gros 2 étapes. Comment ? Tout. Et il fait le calcul hydrodynamique à l'intérieur en utilisant des harmoniques sphériques vectorielles. Enfin, c'est un peu un cauchemar. Mais à la fin, il arrive à faire des choses qui sont assez quantitatives. Donc, le calcul qu'il fait, c'est qu'il considère une citerne qui serait sphérique et qui serait à l'équilibre. Ça veut dire que les flux se compensent et la citerne ne bouge pas. Et puis, c'est la même idée que dans la chose précédente. On va regarder qu'est-ce qui se passe si on perturbe cette citerne-là. Donc, il prend une citerne sphérique. De rayon R. Et les flux de masse, de quantité de mouvement sur la citerne sont nuls. Et puis après, il la perturbe. Et pour la perturber, il développe la perturbation en mode de Fourier. Comment ? Il perturbe la forme, toutes les quantités en mode... J'y reviens, je montre l'image là-haut. Alors, c'est la deuxième figure qui est là. Donc, il part d'une vésicule qui est sphérique et il se contente d'utiliser les modes de Fourier L égale 1 et L égale 2. Alors, je dis mode de Fourier, ça serait les vrais modes de Fourier s'il faisait le calcul à 2 dimensions, mais il fait le calcul à 3 dimensions, donc c'est des harmoniques sphériques. Le mode de Fourier d'ordre 1, c'est tous les termes qui sont proportionnels à cosinus θ, et le mode de Fourier d'ordre 2, c'est le mode de Fourier qui décrit les effets quadrupolaires. Donc le mode de Fourier d'ordre 1, c'est la première ligne. Voilà la vésicule, et dans un mode d'ordre 1, il y a un flux entrant et un flux sortant qui sont dirigés dans une direction donnée. Ensuite, ça crée sur la membrane des contraintes et des champs de vitesse. Ces contraintes et des champs de vitesse dans la membrane créent un écoulement à l'intérieur de la vésicule et à l'extérieur de la vésicule. Celui à l'extérieur de la vésicule, il est déjà dessiné là. Et ça va vouloir déformer la vésicule. Alors si c'est un mode de Fourier d'ordre 1, c'est extrêmement bien connu qu'en fait ça ne déforme pas, ça translate la sphère. Donc cette perturbation-là, elle translate la sphère. Alors c'est assez intuitif, hein. Si vous amenez de la quantité de mouvement comme ça et qu'elle repart de l'autre côté, vous allez pousser la sphère, et c'est exactement ça qui se passe. Comment ? La sphère, c'est la citerne. Mais avec un... S'il n'y a que le mode d'ordre 1, elle n'est pas déformée. Et après, la question qui pose, c'est est-ce que le mouvement est rétrograde ou antérograde ? Alors rétrograde, ça veut dire dans le sens du flux, et antérograde, ça veut dire dans le sens opposé au flux. Et vous voyez que les deux sont possibles en fonction des paramètres du problème que j'ai peut-être besoin de spécifier. Donc ça, c'est pour le mode d'ordre 1. Après, il étudie le mode d'ordre 2. Donc le mode d'ordre 2, c'est un écoulement quadrupolaire. Ça veut dire que le flux rentre des deux côtés comme ça et sort de l'autre côté. Ça, clairement, ça va déformer la vésicule, et c'est ce qui se passe. Donc c'est ça qui va fixer la forme de la vésicule. Donc voilà les contraintes et les vitesses sur la surface. Voilà l'écoulement. Et puis, la vésicule se déforme. Et en gros, ça se déforme en quelque chose qui a la forme d'une ellipse. Il y a deux types à 3 dimensions d'objets ellipsoïdaux avec une symétrie cylindrique. Il y a des objets qui sont prolats, qui sont des objets allongés. Puis il y a des objets qui sont oblats, qui sont des disques écrasés. Et suivant les paramètres, il obtient des objets
qui sont Prola et Obla. Puis après, il discute la transition entre toutes ces phases-là. Je n'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Donc, à l'ordre de la stabilité linéaire, si on déplace la sphère, ça veut dire qu'on va créer un mouvement, et puis on va déformer les citernes, et suivant les paramètres, ça peut être Prola ou Obla. Ce paramètre-là, c'est le taux de fission, et ça, c'est le rapport des taux de fusion et des taux de fission. Et ce qu'il a fixé, c'est la contrainte active qui est ce paramètre-là. Puis après, il dit, mais calculer la stabilité linéaire, ça ne suffit pas, donc il faut faire une théorie non linéaire pour avoir des nombres sur la façon dont se déforment les objets. Je vous passe l'analyse non linéaire. Ce qui mesure, donc, c'est la vitesse du centre de masse de la sphère en fonction du temps. Donc au début, on part d'un truc instable, la vitesse augmente, puis on arrive à une vitesse stationnaire. Donc ce qu'on obtient, c'est une citerne qui se déplace à une vitesse stationnaire. Ce que ça veut dire, ça, c'est que de façon intrinsèque, à partir de ces hypothèses-là, il doit y avoir un mouvement de la sphère uniquement à cause des symétries, si j'admets que les événements de fusion et de fission apportent de la quantité de mouvement à la membrane. Alors l'écoulement stationnaire, il peut être rétrograde. C'est ce mode-là qui compte. Donc dans la forme finale qu'il calcule, il calcule ce mode-là et il regarde si l'écoulement est rétrograde ou antérograde. S'il est dans le sens du flux, il est antérograde. S'il est dans le sens opposé du flux, il est rétrograde. Et c'est ce que dit ce paramètre-là, xi, qui est le produit du flux et de la vitesse. Ça veut dire qu'avec une théorie comme ça, en faisant des hypothèses physiques qui ne sont pas vraiment contestables, en faisant des calculs qui sont sordides et dont je doute que beaucoup de gens les aient vérifiés, en tout cas pas moi, il arrive à un vrai diagramme de phase de quand est-ce que l'écoulement doit être rétrograde, quand est-ce que l'écoulement doit être antérograde, puis si on le poussait jusqu'au bout, quand est-ce que la forme des citernes doit être oblate et quand est-ce qu'elle doit être prolate. Alors évidemment, il choisit les paramètres de façon à voir ce qu'il veut, c'est-à-dire que ça soit antérograde et oblat, mais il calcule le diagramme de phase de façon très très générale pour ce type de diagramme. Ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hypothèses. Vous allez me dire que les paramètres qu'il utilise sont assez difficiles à mesurer quantitativement, mais en tout cas, ça dit vraiment les choses qu'on ne peut pas éviter. Et en particulier, le mouvement de progression des citernes, ça a tendance à dire qu'on ne peut pas l'éviter. La forme des citernes aussi, c'est quelque chose qui est intrinsèque parce que si on crée des écoulements comme ça, on va déformer les citernes, et c'est simplement qu'on les cisaille et qu'on les transforme en système Prola et Obla. Donc voilà le premier travail que je voulais vous montrer, que j'appelle théorie moderne. Le deuxième, je vais le faire ici. C'est petit 2. C'est ce que je vais appeler la théorie là, l'idée, c'est de décrire l'appareil de Golgi par des lois booléennes. En gros, c'est de remplacer toute la physique qui est basée sur des taux de transfert de quantité de mouvement, de transfert de masse, de transfert d'impulsion, par des lois logiques, c'est-à-dire d'arriver à décrire une citerne par des séries de 0 et de 1, et de faire évoluer ces 0 et ces 1, et de voir si on arrive à retrouver des structures qui sont intéressantes. Donc c'est ça l'idée. La personne qui est derrière, c'est Mukund Tatai. Qui, comme Madan Rao d'ailleurs, est à Bangalore, à cet institut de biologie qui s'appelle NCBS, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Et puis, vous montrer ce qu'ils arrivent à faire avec ça, qui pour moi est assez étonnant. Donc leur idée est complètement différente, là. C'est de dire, je vais regarder l'intérieur de la cellule. Et puis les structures membranaires. Et il dit, il y a deux types de structures membranaires, les gros objets et les petits objets. Donc les gros objets, il appelle ça des citernes.
et des petits objets il appelle ça des vésicules. Et comme je disais, l'idée principale de ça, enfin il y en a une autre après que vous verrez, mais l'idée principale de ça, c'est de dire ce qui est important, ce n'est pas tellement les cinétiques qu'on peut décrire par des lois cinétiques, c'est plutôt la spécificité des interactions moléculaires. Donc on va oublier tout le reste et on va se focaliser sur la spécificité des interactions moléculaires. Ça veut dire qu'il y a des choses qui marquent à la fois les citernes et les vésicules et qui leur confèrent leur caractère. Alors ça, c'est les protéines RAB de Bruno, par exemple. Si vous avez certaines protéines RAB, vous êtes la vésicule est dans un état donné. Si vous avez d'autres protéines RAB, les vésicules sont dans un autre état. Donc la façon dont il décrit ça, c'est qu'il considère qu'il y a des protéines de marquage, c'est-à-dire qu'ils vont donner ces états-là. Il y a grand N protéines de marquage. Et qu'à la fois une citerne et une vésicule, son état, il est fixé par la quantité de ces protéines de marquage. Et comme il veut une algèbre booléenne, s'il y en a beaucoup, il appelle ça 1. S'il n'y en a pas beaucoup, il appelle ça 0, avec un seuil que, en tout cas, je n'ai même pas vu. Donc ça veut dire qu'une vésicule d'un état donné, c'est une suite de 0 et de 1 comme ça. Ce que veulent dire ces 0 et ces 1 là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cette protéine-là, beaucoup de cette protéine-là, pas beaucoup de cette protéine-là, beaucoup de cette protéine-là, etc. C'est une espèce de limite où tout ce qui est petit, on le ramène à 0, et tout ce qui est grand, on le ramène à 1. Et puis après, là, on peut faire de l'algèbre booléenne ou de l'algèbre logique avec ces choses-là. Donc c'est vrai pour les vésicules et c'est vrai pour les citernes. Donc j'ai dit, il y a n protéines de marquage. Donc, ce qui compte, c'est le nombre de chacune des protéines de marquage qui nous permet de décider si c'est 0 et 1 dans chaque vésicule et dans chaque citerne. Ça veut dire qu'une vésicule, elle a 2 puissance n états possibles, et il en retire un parce qu'il dit s'il n'y a aucune protéine, elle n'est pas marquée, elle ne sert à rien, donc celle-là, elle ne compte pas. Donc il y a 2 puissance n-1 états par objet. Alors, dans l'exemple que je vais essayer de vous montrer, pour vous montrer comment ça marche, il y aura 2 protéines de marquage, avec une ça ne marche pas. Ils vont jusqu'à 7 ou 8 dans l'article, donc ça fait un espace d'efface qui est absolument gigantesque. Et puis après, comme Madan Rao, il dit ce qui est important, c'est les états de fusion et de fission. Donc, par rapport aux citernes, une citerne donnée, qui est définie par son vecteur qui est là, et une vésicule donnée peuvent fusionner. Et il introduit une matrice qui, à la ligne de la... c'est marqué là-haut, c'est plutôt la ligne de la citerne et à la colonne de la vésicule, mais 1 si elles peuvent fusionner, et 0 si elles ne peuvent pas fusionner. Et la matrice, donc ça fait une matrice elle est 2 puissance n-1, 2 puissance n-1 de fusion. Faut pas que je me trompe, c'est la deuxième, c'est ce qu'il appelle F. Et puis il y a une même matrice, 2 puissance n-1 de fission, il l'appelle G. Donc la fission, c'est la citerne qui émet des vésicules, et la fusion, c'est la vésicule, la citerne qui reçoit des vésicules et qui les incorpore.
Puis il y a une dernière loi qui fait, il dit que les citernes peuvent être nucléées par des vésicules. Donc si deux vésicules fusionnent, elles peuvent nucléer une citerne, et ça ne marche que si elles sont identiques. Ce n'est pas une règle générale, mais il simplifie le problème en disant que c'est la nucléation Bon, jusque-là, il n'y a rien de très choquant. C'est un moyen de simplifier l'espace des phases et d'essayer de trouver une dynamique simplifiée dans cet espace des phases où chaque objet est défini par un de ces vecteurs-là, plus le fait que c'est une vésicule ou une citerne. Alors, je vais essayer de vous montrer comment ça marche dans le cas le plus simple. Ici, vous avez les matrices dont je parle. Ça, c'est pour la fusion, pour la fission, et ça, c'est pour la fusion. Donc la matrice, c'est ce carré-là. Il y a trois états. Pour la vésicule, c'est 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Il y a trois états pour la citerne qui sont 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et vous voyez qu'ici, le seul qui est autorisé, c'est que la citerne 1, 0 peut fusionner avec la citerne 0, 1. Tous les autres, ce qui n'est pas écrit, c'est des zéros, et donc ce n'est pas autorisé. Donc voilà pour la fusion. Pour la fission, c'est un petit peu plus compliqué parce que la vésicule ne peut pas, la citerne ne peut pas émettre des vésicules s'il y a un 1, elle ne peut pas les émettre si elle n'a pas la protéine associée sur elle. Donc il y a tout un tas d'états qui sont interdits. Une citerne ne peut émettre que les protéines qu'elle a elle-même et elle ne peut pas émettre les protéines qu'elle n'a pas. Ça paraît logique. Donc la matrice, c'est plus une matrice 3-3. Elle a des trous. Il y a des trous ici, il y a des trous ici. Si on regarde celui-là, la citerne, c'est 0,1. Et on veut émettre une vésicule 1,0. Mais comme elle n'a pas, si j'appelle X la première, je ne peux pas émettre une vésicule qui a 1 parce qu'elle ne peut pas émettre des protéines X qu'elle n'a pas. Et puis celui d'après, c'est la même chose, c'est la protéine Y qu'elle n'a pas. Donc il y a des trous dans la matrice qui est ce qui est absolument interdit. Donc on respecte quand même le fait qu'on conserve le nombre de vésicules. Et puis, une fois qu'on a enlevé les trous, soit on autorise le bourgeonnement. Donc, par exemple, ici, si on a une citerne qui est 0,1, elle peut émettre une vésicule 0,1. Si elle est 1,0, elle peut émettre une vésicule 1,0. Et si elle est 1,1, elle peut aussi émettre une vésicule 0,1. Donc ça, c'est des lois qu'il a écrites ici de façon un peu aléatoire, sauf que c'est pour vous montrer l'exemple qu'il y a au-dessous. Donc après, ce qui l'intéresse, c'est de dire je me suis fixé ces lois de façon un peu arbitraire pour l'instant, et puis je vais regarder si j'obtiens des états stationnaires. Donc l'exemple qui est là, il est schématisé ici. Vous partez de citernes, qui sont les objets gris, qui sont 1, 0 et 0, 1. La citerne 0,1, elle émet tellement de vésicules qu'elle disparaît. Donc ça, c'est ce qu'il appelle la vésiculisation. Elle éclate en vésicules. Certaines des vésicules peuvent aller être intégrées dans la citerne qui est 1,0. Et puis, la citerne 1,0 peut émettre des vésicules 1,0 qu'elle a elle-même. Alors, si vous enlevez presque toutes les vésicules ici et que vous amenez beaucoup de vésicules 0,1 parce qu'il y en a beaucoup, vous allez changer la nature de cette citerne 1,0, vous amenez à 0,1. Donc celle-là, je l'ai fait disparaître, celle-là, je l'ai transformée à 0,1, mais après celle-là, elle a émis beaucoup de vésicules 1,0. Ces vésicules 1,0 peuvent fusionner et recréer une vésicule 1,0. Donc avec ces deux matrices-là et cet objet-là, ce à quoi je peux arriver, c'est à un état stationnaire où 0,1 est devenu 1,0 et 1,0 est devenu 0,1. C'est la représentation qui est là. Hein. Ça, il appelle ça une maturation, et ça, il appelle ça une création de citerne. Donc ici, vous avez la création, ça c'est mes deux protéines X et Y. Ici, vous avez la création, X est grand, Y est petit. Vous avez la maturation de 1,0 à 0,1, et puis vous avez la vésiculisation qui permet de passer de 1,0 à ça. Alors, il y a un exemple avec 3 ici, il me faudrait 1 heure pour l'expliquer, donc je ne vais pas le faire, mais si vous voulez jouer, c'est comme ça que ça marche. Alors, vous voulez me dire, d'accord. Donc, il arrive à créer des événements de maturation, des événements de création de citernes.
Et puis il a une deuxième idée, il fait ce qu'il appelle de la biologie statistique. Ce n'est pas de la physique statistique, c'est de la biologie statistique. Attends, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il fait les échelles de temps? Comment il le fait? C'est qu'il écrit vraiment, il ne garde pas en mémoire que les 0 et les 1, il garde le nombre de protéines dans chaque état, c'est-à-dire que quand il fait sa simulation, il a des protéines X et des protéines Y, il a un seuil en dessous duquel il l'appelle 0, il a un seuil au-dessus duquel il l'appelle 1, et il écrit des réactions chimiques. Toutes ces flèches-là sont remplacées par des réactions chimiques. Donc il a des taux de réaction, et les taux de réaction sont importants. C'est-à-dire que pour ce que je vais raconter maintenant, un des paramètres qui varie, c'est les taux de réaction. C'est ce que j'allais dire juste maintenant. Donc la façon dont il le fait, c'est ça, c'est qu'à chaque étape, il fait réagir les choses avec ses lois de réaction, et puis il part d'un état booléen, et il regarde quel est le nouvel état booléen du système. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire de la biologie statistique? C'est de dire, mais j'ai aucune information sur les matrices de fusion et de fission, donc je les génère de façon aléatoire. Donc il en fait des milliers. Donc il en fait des milliers, il fait évoluer le système, il jette tous les cas où il n'atteint pas d'état stationnaire. Donc il ne s'intéresse qu'aux états stationnaires et il analyse les états stationnaires. Alors, il y a trois types d'états stationnaires. Il y a des états stationnaires comme celui-là, où il n'y a absolument aucune structure, c'est-à-dire il n'y a pas d'événement de création, il n'y a pas d'événement de maturation. Donc ceux-là, il dit, ne sont pas intéressants, ce n'est pas les choses après quoi je suis. Et après, il y en a deux types. Il faut que toutes les citernes existent dans un état stationnaire, donc il faut qu'elles se renouvellent petit à petit. Et il dit, soit individuellement, les citernes se renouvellent, soit il y a un cycle, comme on est ici. Ça, c'est un cas, et vous voyez, chaque petite boucle ici se reboucle sur la citerne. Donc dans ce cas-là, vous n'avez que des citernes qui sont dans un état stationnaire. Évidemment, ce qu'il a derrière la tête, c'est de dire que les citernes sont fixes et puis il peut y avoir du transport entre les citernes. Par contre, il y a des cycles comme ça qui arrivent dans un état stationnaire. Alors ça, il l'a fait avec 7 protéines de marquage. Il dit que les cycles sont petits. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais plus de cycles de plus de 7 ou 8. Et là, voilà un que j'ai obtenu. Puis ça, c'est le même cycle, les cycles qu'il aurait construits pour un appareil de Golgi en utilisant sa méthode à lui, et les deux cycles se ressemblent beaucoup. Et il y a un nombre assez significatif, uniquement avec ces règles-là, quand il les construit au hasard, de tomber sur des cycles qui sont des cycles où on a maturation, la citerne mature ici, etc. Là, elle vésicule, et puis il y a quelque chose qui vient du haut ici, où il a écrit que c'était la membrane plasmique. C'est un peu osé, mais en tout cas, c'est assez surprenant de voir qu'on arrive à construire les structures qui sont observées expérimentalement. Donc c'est une philosophie complètement différente de tout ce que je vous ai raconté avant. Là, on n'essaye pas d'utiliser les lois de la physique, on dit que ce n'est pas ça qui est important, ce qui est important, c'est la topologie de ces réseaux et la façon dont ils évoluent. Et ce que décrit la topologie de ces réseaux et la façon dont ils évoluent, c'est la spécificité des interactions entre une citerne et une vésicule. Alors le temps, Françoise a posé la question et je vous ai dit d'où il venait. Évidemment, il est conscient qu'il manque autre chose que le temps, il manque l'espace aussi là-dedans. Parce que je vous ai juste parlé de façon abstraite de citernes qui s'appellent 0, 1 et 1, 0, j'ai rien mis dans l'espace. Donc son idée, qui est super simple, c'est de dire, de toute façon, tout ça c'est intégré dans une cellule. Et donc je vais enfermer ça dans une sphère, ou dans un cercle si on veut faire à 2 dimensions. Et puis après, il me faut un critère pour organiser les nœuds de mon réseau qui est là-haut. Et le critère qu'il utilise pour organiser le nœud du réseau, c'est que le trajet des vésicules est minimal.
Donc il dit, ce que fait la nature, c'est qu'elle optimise le transport des vésicules, et la façon dont elle l'optimise, c'est de minimiser le trajet total fait par les vésicules. Et c'est ce que montre la dernière image. Ici, il prend ce réseau-là. Ici, il fait ce que je vous ai dit, et il fait l'optimisation. Et vous voyez que quand les vésicules maturent, elles maturent à côté de la voisine, parce qu'il y a beaucoup de vésicules qui passent d'une citerne à l'autre pendant la maturation. Et ici, il prend le même réseau et il réorganise les points dans son espace donné de façon aléatoire. Vous voyez que ça donne une structure qui est totalement différente, qui est censée être quantifiée par cette courbe-là. Donc voilà où on en est avec ça. C'est une approche qui, à mon avis, a quand même un certain intérêt. L'article n'est pas très facile à lire. Alors pas tellement parce qu'il y a des calculs compliqués, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont définies à droite, à gauche, et on s'y perd un peu. Mais c'est une approche qui me paraît assez originale et qui arrive à des structures, par des chemins un peu détournés, à des structures qui ressemblent à celles de l'appareil de Golgi. Surtout ce qui met, et qui n'était mis dans aucun des modèles, et monsieur est venu me poser la question la dernière fois, vous n'avez jamais mis la spécificité des interactions, là il n'y a que ça. Voilà où j'en suis avec ça. Bon, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas vous faire la dernière partie, qui était exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est un autre travail de Pierre Sens qui dit, moi je peux vous écrire une équation de transport des vésicules, je prends la plus générale possible, et après je compare aux expériences et je regarde les paramètres qui ne sont pas nuls dedans. C'est une idée marrante, comme il me l'a dit lui-même la semaine dernière. Elle est un peu décevante parce qu'on n'arrive pas à décider en faisant ça s'il y a une progression des citernes ou pas. Donc c'est dans mes notes, vous pouvez regarder ça. Je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention pendant tout le cours.